Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. C'est parti? Ouais. Bien, bonjour à toutes et tous. Ravi de vous retrouver ici pour cette rencontre autour de ma thèse que nous proposons à l'IPROS, communauté de recherche de l'école de Paris-Belleville depuis avril 2022. Et c'est un rendez-vous que nous tenons ici au cœur de notre centre de recherche documentaire. C'est un échange qui a lieu grâce à Pascal Faure qui est ici et que je remercie pour son organisation et sa diffusion. C'est un échange assez bref, d'une petite heure, 45 minutes, 1 heure, entre un doctorant, une doctorante en l'occurrence, et une enseignante, chercheur de l'école, et puis le public, que je remercie d'être venu aujourd'hui. Et puis l'idée, c'est de discuter assez librement des questions qui portent sur la genèse de la thèse, son cheminement, le choix du sujet, les méthodologies, les difficultés, en fonction du moment où se situe le doctorant, la doctorante dans son travail de thèse. La thèse que nous allons discuter aujourd'hui s'intitule « Les territoires face au principe de sobriété foncière. Quelle ingénierie de projet et quel rôle pour l'architecte ?» Et donc pour ça, nous sommes ravis de t'accueillir Wahiba Toumi, dans le rôle de la doctorante. Donc, rapidement, pour te présenter, tu as un parcours professionnel assez riche, architecte DE, urbaniste au PQ, qui t'a amené à travailler assez longtemps en maîtrise d'ouvrage et en assistance à maîtrise d'ouvrage auprès d'aménageurs publics, où tu as assumé différentes responsabilités, dont des projets de rénovation et de renouvellement urbain, dans des questions de centres anciens, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, comme chargé d'études, responsable d'opération, chef de projet, bref, différents sujets qui t'ont permis d'éclairer ces différentes entrées de ces politiques publiques. Et puis par ailleurs, tu as suivi la formation Postmaster Recherche en Architecture à l'ENSA Paris-La Villette. Donc la thèse, elle traite de la transformation des pratiques professionnelles dans la planification, on va en discuter, territoriale, en contexte d'intégration des enjeux environnementaux dans l'aménagement de l'espace, et puis évidemment questionne la place des architectes dans ces dispositifs. Cette thèse, elle est menée sous la co-direction de Jodel Jetlaoui-Léger, du LET La Vue, et puis d'Enrico Chapelle, qui est ici dans la salle, de l'école doctorale au DVTT et donc membre désormais de l'IPROS. Et puis pour discuter avec toi, on a proposé à Julie Lafortune, qui est enseignante-chercheur à l'ENSA Paris-Belleville, de venir discuter de cette thèse. L'intérêt de Julie pour les problématiques structurelles est connu, c'est une approche sensible de la construction qui te rend particulièrement attentive, me semble-t-il, aux questions de la mise en œuvre. Tu enseignes en studio de projet, en licence, si je ne m'abuse, en PFE avec Étienne Barret, dans le studio Blank Page. Et tu donnes aussi des cours de théorie, on les donne dos à dos, comme on dit, en S4, intervenir dans et avec l'existant. Et tu coordonnes aussi avec Édouard Werms, entrée en matière, un cycle de rencontres, de lecture et de visites autour des matériaux bio et géosourcés franciliens. Et puis tu es aussi par ailleurs associé à l'agence d'architecture La Fortune André Nessius, architecte associé, donc, et puis qui travaille là aussi dans les questions de bâti ancien et les moyens de parvenir à préserver les qualités des spécificités préexistantes afin que le projet contemporain s'inscrive dans la durée. Donc je ne vais pas résumer la thèse, je vais passer directement la parole à Wahiba pour qu'elle nous raconte un peu ce projet de thèse et ensuite engager la discussion. Je veillerai à ce qu'on respecte le temps pour essayer de tenir le délai et puis surtout qu'on ait la chance d'avoir un échange avec le public. Je te cède la parole. Merci beaucoup pour l'invitation, pour la présentation.
Alors, je commencerai peut-être par évoquer pourquoi une thèse, pourquoi sur ce sujet. En fait, tout au long de mon parcours, les questions de... Ça ne se posait pas en termes de sobriété foncière, évidemment, mais les questions de ressources en sol, en eau, elles sont permanentes, que ce soit en aménagement du territoire ou en renouvellement urbain. Et puis, les 2 dernières décennies, moi, je suis témoin, comme beaucoup d'autres, de la progression, de la diminution remarquable du foncier, jusqu'à ce qu'il devienne rare et jusqu'à ce qu'il re-questionne les pratiques professionnelles et leur reformulation. Parfois, un peu, les équipes sont prises au dépourvu, on ne peut pas s'improviser spécialiste du renouvellement urbain alors qu'on a fait des actes toute sa vie. Enfin voilà, du coup, j'ai souhaité donner une forme, on va dire, à ce qui m'animait comme questionnement toutes ces années. Et donc, après plusieurs tâtonnements, j'ai rejoint le postmaster recherche en architecture au LET. Donc, durant une année, j'ai élaboré un projet de recherche qui m'a permis de mettre en place un corpus, une démarche, puis un projet que j'ai soumis. Et l'année suivante, j'étais inscrite au doctorat. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur la thèse en question? Ben, tout à fait. Donc, pour être concise, les principaux questionnements que je me pose, c'est en quoi l'affirmation d'un principe de sobriété foncière modifie-t-elle l'approche des projets de planification territoriale, et notamment les pratiques d'ingénierie des projets, et plus spécifiquement, en quoi change-t-elle les pratiques des professionnels de l'aménagement et des architectes. Donc, j'ai une démarche à la fois inductive et déductive, et donc, je me suis donné 3 hypothèses. L'hypothèse principale avance que l'impératif de sobriété foncière dans les politiques publiques en France modifierait les pratiques qui sont restées dominantes dans les méthodes de planification des usages du sol. Je m'explique rapidement. Aujourd'hui, le renouvellement urbain tend à devenir la règle et les actes en extension tendent, je l'espère, à devenir l'exception. Donc, comme hypothèse secondaire, en 6 décennies, mais à la limite, ça relève du croisement entre l'état de l'art et toutes les lectures que j'ai faites, y compris les premières observations des documents réglementaires de planification. Donc, en 6 décennies, la planification territoriale aurait changé d'objet d'étude. Elle serait passée de la définition de règles d'usage des sols sur 20 ans à celle régissant la durabilité d'un projet de territoire qui combinerait les politiques de sobriété foncière, d'air, d'eau et d'énergie. Et enfin, la deuxième hypothèse secondaire, les rôles des architectes se trouveraient impactés par les enjeux de sobriété foncière de façon différenciée selon leur mission. Dans l'ingénierie des études de planification urbaine, pour illustrer ça rapidement aussi, si on est architecte en maîtrise d'ouvrage avec un bilan de ZAC à équilibrer, ben on aura tendance à convoquer des anciennes méthodes qui voudront rentabiliser le foncier. Du coup, rester peut-être accroché à la conception du foncier comme gisement, comme socle. Et on aura peut-être un peu plus de mal à l'envisager comme sol vivant. Contrairement à un architecte qui serait dans une équipe pluridisciplinaire et qui se poserait la question de la durabilité des ressources communes en général, dont celle du sol. Donc, il ne serait pas dans la même posture. Il y a un terrain d'étude. Oui, tout à fait. Donc, comment je m'y prends? Donc, j'ai un encadrement. Je suis à la croisée entre lecture historique
sociologie des professions, et notamment ingénierie territoriale, et aussi analyse, conception des projets. Et je me base sur un cas d'étude, le bassin de Thau, qui est pas très étendu, mais alors là très complexe, avec un millefeuille de problématiques. Les questions d'attractivité qui apportent un rythme d'artificialisation effréné ces dernières années. Des questions de dérèglement climatique qui se traduisent par un risque de submersion marine avéré, mais qui est anxiogène et qui questionne tellement en profondeur les investissements à venir que c'est l'actualité aujourd'hui sur le territoire. Des questions de gestion intégrée de l'eau pour lesquelles il apparaît comme pionnier, puisque depuis les années 90, il y a eu une succession de contrats avec l'État et l'Agence de l'eau qui l'ont amené à organiser son ingénierie territoriale et à l'enrichir grâce à des financements publics aussi, pour sortir de la lecture cloisonnée, chaque commune toute seule, vers une logique de bassin. Sur le plan théorique, c'est très proche de ce que les territorialistes ou les biorégionalistes souhaiteraient comme organisation territoriale. Intellectuellement, c'est très pertinent. Après, réellement, dans le terrain, sur le terrain, ça nourrit un débat politique qui est d'actualité, qui questionne le rôle d'une structure comme le syndicat mixte du bassin et celui de l'EPCI, l'intercommunalité, qui parfois ont les mêmes compétences, parfois. Mais c'est pas clair, donc la question de qui fait quoi est très importante et elle est posée aujourd'hui, surtout après les dernières élections. Je ne sais pas si j'en ai assez dit à ce stade. Je pense qu'à ce stade, on en a assez dit. Je pense que de toute façon, les questions, la discussion qui va s'engager avec Julie va te permettre d'aller plus loin dans le travail que tu es en train de mener. Julie, je te laisse la parole. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est toute l'itération qui existe entre la question un peu ouverte, le choix d'études, et puis en quoi il va venir nourrir une réouverture du sujet. Alors déjà, peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a amené au bassin du Thau? Est-ce qu'il y a eu des variations avant? Tout à fait. J'ai exploré durant l'année de post-master, recherche en architecture. J'ai pris le temps de questionner plusieurs terrains possibles, plausibles. Il y en avait par élimination qui étaient trop étendus, trop lointains, de la question bien sûr, je parle pas de la question géographique. Et par exemple Rennes, Montpellier, une toute petite commune, Châtel-en-Triel, je ne vais pas tous les citer. Pourquoi celui-là? C'est parce qu'en fait, c'est un territoire qui est passé par une situation de crise grave sur le plan environnemental dans les années 90, qui a quasiment amené à la ruine de tout un pan de l'économie locale qui est lié à la culture lagunaire, la pêche, et c'est lié à des problèmes de pollution. Des pollutions diverses, mais surtout bactériennes, c'est-à-dire liées à tous les systèmes d'assainissement des eaux usées. Donc, ils sont partis de très loin pour finalement se faire accompagner, comme je disais, par les services de l'État et l'Agence de l'eau, et arriver à se dire, bon, jusque-là, on a profité d'un milieu lagunaire qui permettait en fait une espèce de machine, pour paraphraser l'un des ostréiculteurs, qui permet de produire un aliment naturel à une échelle quasi semi-industrielle et qui permet donc la fortune d'un certain nombre de personnes sur de nombreuses décennies. Mais sauf que là, ils ont atteint la limite
ce processus. Et donc, ils ont touché le point de non-retour sur le plan environnemental, ce qui les a amenés à se questionner qu'est-ce qu'on met en priorité, la rentabilité ou la préservation des ressources. Je parle notamment du milieu qui est à la fois de l'eau et du sol, le milieu lagunaire. Et en réalité, quand on est pied au mur, il n'y a pas 36 000 solutions. Dos au mur, pardon. Et donc, en commun, la décision a été prise de mettre en priorité la préservation de l'eau, de la qualité de l'eau, parce qu'elle déterminait tout le reste. Voilà. Et pourquoi j'en arrive là ? Mon hypothèse, c'est aussi qu'un jour, le sol va se poser de cette façon. La question de la ressource en sol va se poser de cette question. Peut-être que dans ce territoire qui s'est déjà posé la problématique de la qualité de l'eau, la question de la ressource en sol serait peut-être plus facile à appréhender parce que l'organisation en bassin versant est déjà en place. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. Et ce qui est aussi intéressant dans cet exemple, parce que tu te proposes de regarder cette question-là, non pas juste sur les 20 dernières années du SCOT, mais un peu plus largement. Et le bassin du Thau se pose ces questions depuis très longtemps, puisque dans les années 50, les premières ZUC ont été un peu balayées d'un revers de la main pour aujourd'hui voir réapparaître la question de ZAC d'entrée de ville. Donc on sent que cette question de sobriété foncière, elle est un peu sous-jacente depuis assez longtemps, avec peut-être des sémantiques différentes, mais qui sont toujours associées à la qualité du milieu lagunaire, qui est en fait porteur d'une forme d'activité quand on travaille dans son équilibre. Tout à fait. Et de durabilité de l'activité. Et du coup, dans ton protocole de travail, entre ce que tu peux remarquer des enjeux du questionnement de ZUC dans les années 50 versus aujourd'hui la manière dont le SCOT porte tout par la ZAC, est-ce que tu vois des choses très variées, des sujets qui reviennent ? C'est vrai que les questions se posaient. J'ai en tête, par exemple, ce qui remonte des procédures qui opposent les pêcheurs avec la commune qui veut créer la ZUP sur un site qui intéresse les pêcheurs. Et finalement, ils n'ont pas gain de cause puisque la ZUP a lieu. La terminologie n'est pas la même, les concepts qu'on voit, c'est très important en fait de nommer correctement les choses. Mais l'alerte est là. Donc les questions fondamentales qui ne sont pas traitées, j'ai l'impression qu'elles ne disparaissent pas. Elles s'aggravent, elles s'accentuent, et elles se reposent. Elles se posent à nouveau. Elle se repose, elle se pose à nouveau. Elle s'impose aussi. Et elle s'impose en fait. Après, il y a un volet dont on n'a pas parlé, mais qui n'est pas forcément lié au cas d'étude que je fais dans la première partie, qui est une lecture qui rapproche les textes réglementaires, les notions émergentes. Et c'est là où un concept, il a tout son sens quand il apparaît dans un contexte particulier. Et que de façon cyclique, il réapparaît 20 ans, 10 ans après, ça dépend. Hein. Aujourd'hui, on parle de sobriété foncière, mais à l'époque, les gens disaient nous, c'est un milieu naturel, il ne faudrait pas mettre la ZUP ici. Enfin, ils n'ont pas les termes pour le dire, mais la question était déjà posée. On retrouve ça aussi au niveau, on n'a pas pris le temps, on n'a pas le temps de présenter le site, mais il y a aussi dans les rites d'anciens sites d'hydrocarbures de la fin du 19e, début du 20e, qui ont fermé dans les années 80. Et donc, des superficies très vastes de terrains pollués qu'on retrouve dans le SCOT comme étant gisements fonciers priorisés en termes d'urbanisation, avec la question très lourde de que faire, où piocher l'argent pour dépolluer ces sols, parce que c'est pas parce qu'ils sont disponibles qu'ils peuvent recevoir des futurs quartiers où les gens vont habiter.
Donc cette question aussi est très importante. C'est pour ça que je disais c'est un terrain d'étude qui n'est pas très entendu en termes de surface, mais Qui est dans le temps. ouais, dans le temps et dans la complexité. Il a 1000 feuilles de problématiques qui font qu'il est plus qu'intéressant, en fait. Il est passionnant. Et alors c'est intéressant parce que dans le choix de ton sujet, tu te concentres sur les questions d'ingénierie territoriale. On imagine bien que ce mot ne date pas des années 50, mais est arrivé peut-être plus tardivement. Oui. Et en même temps, les sujets émergeaient déjà il y a plus d'une soixantaine d'années. Donc peut-être quel protocole ou comment tu commences à envisager d'embrasser ça, c'est-à-dire l'analyse des acteurs et l'évolution des profils dans le temps pour arriver aujourd'hui à incarner peut-être mieux dans le champ transdisciplinaire qui l'engage, ces questions de sobriété foncière. Qu'est-ce que tu as commencé à observer? Tout à fait. Donc, je regarde, en même temps que je regarde l'évolution des pratiques professionnelles des urbanistes, paysagistes, architectes, en fait. C'est les profils qu'on retrouve en général en planification. Je regarde aussi les modes d'organisation de ce qu'on appelait au tout début peut-être ingénierie de projet, façon sèche, et puis qui a évolué chez certains chercheurs dans la locution ingénierie territoriale. C'est tous les moyens qui permettent, qui donnent des capacités à un territoire de mener ses projets de façon, j'allais dire, intelligente et au bout. Voilà. Tous les territoires aujourd'hui ne sont pas dotés d'ingénierie territoriale qui leur permettent de faire ça. Certains se sont donné les moyens parce qu'ils sont métropolitains. D'autres pas très loin, comme celui-là. Il est entre deux grandes villes, Montpellier et Béziers. Mais en même temps, il est attractif. Il fait beau, il y a la mer. Voilà quoi. Donc il vit de cette attractivité. Au fur et à mesure de son accompagnement par l'Agence de l'eau et les services de l'État, il s'est doté d'une ingénierie dont rêveraient beaucoup d'autres territoires. Donc on y mixe les moyens locaux. C'est pas uniquement les professionnels, c'est aussi tous ceux qui ont une connaissance particulière du milieu local, par exemple la corporation de pêcheurs et des ostréiculteurs, tous ceux qui ont, par exemple, l'aspect recherche, on n'en a pas parlé, mais il est fondamental dans ce territoire, puisque ça renseigne, y compris le grand public, sur l'état de l'environnement ou du milieu. Il s'agit de parler de la lagune. Et ça permet de prendre conscience de problématiques qui nous dépassent. Je pense notamment au risque de submersion lié au dérèglement climatique. Et entre les acteurs convoqués quand on a des problèmes de crise de la pêche avec l'ensablement lagunaire, le problème de la pollution des eaux parce qu'il y a un manque de filtration des eaux usées qui déversent dans le bassin dans les années 70, et les outils pour le débat versus les outils en 2020. Qu'est-ce qui a évolué selon toi beaucoup, et même dans les profils des acteurs? J'allais dire, malheureusement, ce qui a beaucoup évolué, c'est l'urbanisation. Et donc, oui, on arrive aujourd'hui... Au sens d'augmentation. Au sens d'augmentation, oui, bien ça, sûr, oui, au sens, oui, évolution, augmentation, oui, extension, artificialisation, voilà, ça, oui, mais aussi, bien sûr, l'ingénierie qui va avec pour placer des stations d'épuration navale, aller à la recherche de toutes les sources de pollution pour traiter l'eau avant rejet, parce qu'avant, c'est tout allait dans les canaux. Et ce qui a évolué aussi, c'est les méthodes pour regarder ce territoire. C'est-à-dire rentable, oui, attractif, oui, mais il faut revenir à une mesure, à la juste mesure, pour paraphraser Aristote. À la médiété, à une position de médiété, quoi. C'est ça, il faut rechercher. Je reviens trop loin là, je remonte.
Mais oui, voilà. On est à la recherche. Le SCOT se pose cette question. Quelle est la position du curseur qui permette aux gens de faire leur activité, de la développer, d'en tirer profit, mais aussi de préserver l'essentiel. Alors, du coup, dans les années 50-60, est-ce qu'on avait déjà des hydrogéologues? Est-ce qu'il y avait déjà ce sujet-là? Est-ce que c'est des choses beaucoup plus Il y contemporaines? avait déjà des travaux de l'Ifremer, l'Institut de la pêche, ça s'appelait comme ça. Un hydrogéologue à la tête d'un SCOT, je ne crois pas. Ouais, ça arrivait beaucoup plus tard. Oui, ça arrivait là. D'expertise annexe à chef de projet. Oui, le SCOT précédent, enfin le premier SCOT, lancé en 2005, s'est posé la question du paysage, du paysage dans la lecture de ce territoire. Aujourd'hui, c'est la qualité de l'eau et puis la durabilité du territoire. Et alors, donc 20 ans de SCOT sur ce territoire. Alors, un premier qui dure près de 9 ans à se mettre en place, et à se laisser digérer par les uns et les autres. Et puis finalement, il est remis en question, je ne sais plus en 2020, ou en tout cas... En fait, il est appelé, comme beaucoup d'autres SCOT, à une révision, puisque la loi a évolué. Et puis, les projections faites se sont modifiées sur le plan démographique. Et puis, la connaissance qu'on a des ressources, elle s'est améliorée aussi. Si on pensait peut-être un jour pouvoir accueillir 50 000 habitants, on se rend compte que non, ce n'est pas possible. Vu les impacts que ça va amener. Et puis, ce qu'on observe, on parlait d'ingénierie territoriale, c'est pas un exercice, un SCOT, ça ne se fait pas tout seul dans son bureau, ça se fait avec plein de gens qui sont eux, chacun dans son bureau. Les personnes publiques associées. Et je pense que l'autorité environnementale ne jouait pas le rôle qu'elle joue aujourd'hui, déterminant pour rappeler le cadre dans lequel les choses devraient se faire. On parlait tout à l'heure de la mesure de superficie artificialisée durant la décennie précédente. Et ben, c'est un exercice très précis. Je mets des guillemets parce que là, la loi vient d'évoluer, ou peut-être pas complètement. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Bon. Restons dans les purs qui existent aujourd'hui. En tout cas, on ne peut pas improviser en matière d'évaluation des superficies artificialisées pour pouvoir prévoir ce que nous demandons de voir lors des 2 décennies suivantes. Donc là-dessus... C'est vrai que c'est ça qui est aussi intéressant dans ton cas d'étude, c'est qu'on voit que c'est un SCOT qui s'est mis en place dans la lenteur pour être aussi accompagné par une forme de pédagogie des différents publics. Et voilà, une fois qu'il a été, à la force de toutes les négociations validées, il a été de fait un peu révisé. La révision a été un peu douloureuse apparemment parce que comme on avait mis 9 ans à faire émerger une forme de négociation, elle devenait un peu force de vérité. Mais il s'avère que la révision a été retoquée en partie. On va dire justement pour ces questions de manière de prendre la mesure de l'artificialisation qui avait été considérée comme très en deçà de la réalité de terrain, alors qu'on est plutôt sur un SCOT qui est dans une forme d'hypersensibilisation à ces questions de milieu et de renaturation. C'est pour ça que cette question m'évoque la lettre ouverte portée par on n'en a pas parlé en fait, de la Fédération nationale des SCOT, qui se présente comme porte-voix de tous les territoires qui ont un SCOT, et qui disent tout simplement par rapport au projet de loi qui veut à nouveau modifier la loi, qui se sont donné tant de mal à appliquer en réalisant leur SCOT. Ils expliquent simplement qu'ils ont besoin d'un minimum de stabilité réglementaire, que la loi climat et résilience, la loi ZAN sont très critiquables, mais ils ont fini par être digérés.
je dis ça avec mes mots, c'est pas comme ça qu'ils le disent, et que enfin, il est peut-être enfin le temps de faire des études d'impact avant de changer une loi. On ne change pas une loi pour faire plaisir à un camp ou à un autre, on change une loi parce qu'il dysfonctionne quelque part, mais on aurait pris en amont le temps de faire des études d'impact. Bon, ça c'est un point vraiment d'actualité, donc on regarde dans le cadre d'une recherche, il faut attendre que ça se décante pour se dire vers où ça amène en fait après. Détricoter complètement la loi climat et résilience, qu'est-ce qu'on va en garder? Je ne sais pas. Et il faut imaginer toute l'énergie mise à réaliser un SCOT, tout l'argent mis et appeler les territoires à nouveau à revoir leur copie alors qu'elle est presque finie, c'est difficile. C'est très difficile et puis ça questionne la fiabilité des politiques publiques. Voilà. Et alors, au bout de 20 ans de négociation de SCOT, finalement, la mise en projet, ça redevient une ZAC d'entrée de ville à fait. Alors, c'est vrai que je ne reste pas à l'échelle du grand territoire. Je me dis, il faut regarder, ça je ne l'ai pas fait toute seule, j'ai fait ça avec mes encadrants. Je vais regarder l'échelle d'un projet, d'une situation de projet, un projet urbain, une entrée de ville, une ZAC. Qu'est-ce qu'on fait des orientations du SCOT? Donc, oui, comment il s'incarne, comment une situation opérationnelle. Ça se traduit comment, en réalité, à l'échelle du projet? Et c'est là que c'est intéressant de regarder en fait l'évolution de ce projet depuis les premières études urbaines faites en 2014, c'est-à-dire l'année d'approbation du SCOT, ce qui est un signe, première version. Oui, de la première version, ce qui est un signe d'anticipation. Et puis la création, le dossier de création le premier dossier de la ZAC en 2016. En 2020, une autre version. Et donc c'est ça qui est intéressant de pister. Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qu'on a dû changer? Tout en restant compatible avec le SCOT. Et c'est là que on voit que les questions environnementales remontent, etc. Au fond du tiroir, remonte sur la mesure. Du coup, il est demandé parfois de re-questionner l'insertion, j'allais dire, oui, vis-à-vis de ce qui existe comme trame, les canaux, c'est un lieu littoral et en même temps lagunaire, à proximité des zones naturelles de Nîmes, et puis non, on ne va pas construire à côté parce qu'il y a comment on appelle ça, un enjeu faunistique ou floristique particulier à valoriser, à respecter. Voilà. Donc ça, on peut le tracer. Le but, c'est pas de tracer, c'est de comprendre qu'est-ce que les mutations, et puis qu'est-ce qui fait que à un moment donné, le projet se transforme parce que le concept est plus que pertinent, au-delà de la norme en fait, au-delà de la réglementation. Souligner peut-être que l'architecte urbaniste qui est à la tête de cette ZAC, c'est Fujimoto, qui est quand même reconnu pour sa sensibilité vis-à-vis de la nature. Et donc, ce qui est demandé, c'est donc un projet urbain qui allie densité qui ne fait pas plaisir à tout le monde, puisqu'il y a des bâtiments qui vont jusqu'au R+11, qui attirent beaucoup de questionnements, mais en même temps qui composent avec ce qui est déjà là, y compris en termes de vivant. Voilà. Et vis-à-vis du risque littoral, d'inondation, etc., c'est la question. La pression foncière versus le risque. Tout à fait. C'est la question, je pense, qui est la plus poignante aujourd'hui. Elle est d'actualité. Les acteurs locaux y vont sur des œufs, je pense. Parce que ce qui est difficile, en fait, c'est un exercice
exercice très difficile, c'est de travailler dans l'incertitude. L'incertitude, on peut faire des études, mais on ne sait pas si le risque de submersion va arriver demain, après-demain, juste quand il y a des tempêtes ou non, c'est déjà là. Et donc, investir, par exemple, sur cette ZAC, est-ce que ça va tenir 30 ans, 50 ans, 100 ans? Personne n'a la réponse. En revanche, les acteurs locaux doivent prendre les précautions nécessaires. Et ça aussi, je pense que c'est un concept qui va intégrer de plus en plus la planification, planifier en prenant des précautions. C'est pas uniquement en cherchant le développement comme finalité. Alors que je reviens au premier schéma de directeur de planification, le but, le développement économique des territoires. Et on revient à un changement de paradigme quand même, qui est en train de se mettre à l'œuvre. C'est ça. Alors, les acteurs locaux ne pourront pas le dire, mais c'est perceptible dans les méthodes qui changent. Voilà. Julie, une dernière question peut-être. Oui. On a évoqué aussi, peut-être après laisser la parole à Nassat s'il y a des questions, mais il y a cette question du rôle des architectes dans tout ce dispositif, qui était une des questions qu'on posait dans l'annonce même de cette rencontre. Tu as évoqué un architecte, mais qui a un rôle tout à fait autre dans le dispositif, mais dans l'ingénierie de projet, je me permets de poser. Pas de souci. Quelle place ont les architectes dans tous ces dispositifs d'ingénierie de projet, de planification territoriale? Dans toute modestie, au point où j'en suis aujourd'hui, parce que je suis au début, je m'en ai pas croisé beaucoup à l'échelle du grand territoire. D'accord. On les retrouve plus nombreux dès qu'il s'agit de l'écriture de la règle, par exemple, la règle d'urbanisme, dans les PLU. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a un SCOT, mais il y a 14 PLU. Il n'y a pas de PLUI. Chaque commune écrit ses règles, bien sûr en restant en compatibilité avec le SCOT. On les retrouve, bien sûr, dans l'échelle de l'écriture de l'OAT ou d'un projet d'édifice. J'en ai discuté avec certains profils avec qui j'ai fait des entretiens. Pour eux, c'est tout à fait... Ils sont étonnés que je pose la question des architectes au niveau de la planification. Alors la question, est-ce que c'est une particularité française? Je ne sais pas. Je ne m'autorise pas à prendre que les architectes soient absents, c'est que ça pourrait être une particularité française. C'est une hypothèse, pour une question en tout cas. C'est une question que je me pose, puisque en pensant au cas italien, je regarde mon co-directeur, ça ne semble pas être le cas en Italie. Les autres cas, j'ai pas pris. Il faudrait que je pousse vraiment la recherche un peu plus loin pour voir. Même si ça a évolué sur ces 60 ans. Oui, tout à fait. Si on revient aux années 60, en restant sur ce cas d'étude, le premier schéma régional qui n'émane pas bien sûr de la région, parce qu'elle n'existait pas encore, l'échelon de la région en tant que collectivité, l'aménagement du littoral languedocien, il y avait un Premier ministre, 7 ministres de mémoire, des préfets et des architectes. Des architectes. Voilà, c'était l'ingénierie en mode, comment on appelle ça, mission, voilà. C'est une équipe, un budget, des décisions concentrées, et puis ça dure un temps. C'est pas un service public qui est continu, ça dure un temps. C'est une mission, quoi. C'est une mission, voilà. Mais il y avait des architectes. Et si on remonte au Grand Paris, comment il s'appelle, Hanin, non pas Hanin, Hanning, l'architecte qui a travaillé sur le schéma directeur, je convoque en parlant... Gérald Hanning. Gérald, oui, tout à fait. Que je convoque dans la première partie de mon travail, lorsque j'essaie de définir la notion de territoire.
Et tout le travail qu'il a fait pour réancrer le projet dans le parcellaire, rappeler l'importance du parcellaire, enfin, on revient de loin en fait. On revient de loin après le fonctionnalisme, l'architecture moderne. Et un rapport au sol, je vais dire, liminaire. Voilà. Donc on passe en gardant cette idée de curseur, on passe de zéro à la question de sobriété foncière. Donc finalement, ça décoiffe. Si on regarde les 6 décennies. Est-ce que, avant de conclure cette rencontre, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des demandes d'éclaircissement par rapport à cette présentation très vaste, déjà, très large, de cette problématique autour de l'étang? Oui, je vous en prie. C'est pas grave. Parlez fort. Une question que je me posais, c'est au travers des squats et du zonage, en fait, du fait que les squats sont encore aujourd'hui souvent faits sous forme de zonage par rapport à la problématique de sobriété foncière. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez remarqué que c'est... Enfin, moi, j'ai eu l'impression, dans mon mémoire, je travaillais un petit peu sur ça, que ça amplifiait cette... Ça n'aidait pas sur la sobriété foncière, en fait, le fait que les choses soient zonées. Le fait que les choses soient zonées, les squats qui font des très grandes zones. Et que ces zones ne soient peut-être pas forcément cohérentes par rapport à justement ce qu'on disait précédemment sur des logiques géographiques, peut-être. Oui, c'est ça votre question. Oui. Ce qui n'est pas le cas ici apparemment, si j'ai bien compris, je te laisse répondre. Comment dire? J'ai envie de répondre oui et non. Oui, parce que d'anciennes pratiques ne disparaissent pas en claquant des doigts. C'est-à-dire qu'au moment de vérité où il faut cartographier ce qu'on a envie d'exprimer comme orientation, on reproduit des patatoïdes, je dirais. C'est plus des patatoïdes que des zones. Lors d'un entretien, j'ai cru saisir un élément d'explication, c'est que c'est aussi un exercice d'équilibriste en termes juridiques. Comme c'est un document qui va faire référence, qui va être opposable, en tout cas partiellement dans certaines parties des pièces qui le composent, faut pas être précis pour pas donner prise à un recours potentiel. Et en même temps, il faut dire ce qu'il en est de l'orientation. C'est un exercice difficile. C'est ça, de l'orientation qu'on veut donner sur une portion en amont de la lagune. Si on dit qu'ici, il n'y a pas de possibilité de développement au-delà de tant d'hectares ou de temps potentiel, nombre de population potentielle ou nombre de logements, ça dépend, ou de densité même. Il ne faut pas être très précis. Alors que moi, avant, je pensais vraiment que c'était... en fait, c'est volontaire. C'est pas par manque, c'est pas par défaut, c'est parce qu'il faut aussi rester dans l'exercice juridique à réussir. Là où les choses ont évolué, et ça m'a frappé, c'est par exemple, vous savez, dans un SCOT maintenant, il y a un document politique, puis il y a un document technique. Dans le document politique, il se termine par le territoire entier qui est en trame bleue et verte, quasiment. Donc, en dehors des emprises déjà artificialisées et des terrains agricoles, en activité ou à restaurer, réparer, eh ben, tout est pris par la nature ou à prendre dans le futur par des... Et ça, c'est frappant, ça ne se voyait pas du tout. On ne voyait pas ça. Ça n'apparaissait pas auparavant. Non. En même temps, dans ce même document, il se termine par quelque chose qui m'a fait sourire parce que ça renvoie à très loin. Une carte qui s'appelle Armature urbaine. On y trouve, c'est pas une grande ville, c'est pas la métropole, c'est une ville-centre, agglomération, avec trois autres qui sont en aval, qui concentrent 59% de mémoire de l'urbanisation. Mais cette armature urbaine qui rappelle un peu l'aménagement du territoire du temps de la Datar donne une fonction, une vocation à chaque
établissement humain. Sachant que, bon, d'accord, village d'appui, un centre structurant, des choses comme ça, c'est une terminologie qui vient de très loin. Donc, après, je me dis, personnellement, voilà une autre hypothèse, c'est pas parce que les concepts évoluent, suivis par des réglementations qui évoluent, que ce qu'on faisait avant disparaît du jour au lendemain. Il y a bien des choses qu'on fait qui relèvent du fonctionnalisme. On n'y pense même pas. J'ai vu ça, par exemple, dans les éléments diagnostiques. On retrouve des choses que j'ai retrouvées dans l'ouvrage de Enrico Chappelle, qui s'appelle L'invention de l'urbanisme par la carte, qui rappelle des séquences au début du siècle jusqu'aux années 40. Le diagnostic, il est fait comme ci, comme ça, avec une liste de thématiques. Ben, on trouve ces thématiques-là aujourd'hui, mais on ne se pose même pas la question de pourquoi. En fait, pourquoi celle-là et pas d'autres thématiques? Voilà, démographie, économie, logement, enfin bref, et même le logement selon certaines grilles, voilà. Caroline. Est-ce qu'il y a encore une question, une précision, une demande de précision? Est-ce que... On se posait juste pour peut-être pour Au mot de la fin, oui, pour le mot de la fin, la question de comment ce cas d'étude peut aussi nourrir un peu une réflexion plus nationale sur ce sujet-là. Oui. Est-ce que tu y penses de temps en temps, j'y pense. J'y pense parce que je me dis, oui, c'est vrai, sur le plan théorique et de l'organisation en fait du territoire, la notion de bassin versant est pertinente. Parce que elle sort des limites administratives et elle se pose la question de quel territoire peut avoir un sens et du coup des impacts en termes de durabilité des ressources et de projets. Et je me dis, je vais faire comme les biorégionalistes et les territorialistes. Et ben, le territoire pertinent, c'est le bassin versant. Mais ça pose problème. De ce que j'ai compris, je ne peux pas généraliser, c'est que c'est l'un des rares cas, ou le seul cas, qui est syndicat mixte de bassin, qui a la compétence aménagement du territoire pour faire un SCOT, qui a la compétence pour faire un SAGE, c'est-à-dire qui s'intéresse à toutes les problématiques de l'eau, qui s'intéresse aux problématiques d'inondation, de submersion, de pêche. Mais ça pose problème parce qu'il y a des compétences comparables au niveau de l'EPCI, c'est-à-dire l'intercommunalité. Et du coup, il faut creuser la question de qui fait quoi. Il y a un débat via la presse. Cette question est posée, comment on fait pour que chacun trouve sa place, l'Assemblée légitimement élue et les satellites d'ingénierie. Il ne faudrait pas chambouler la logique. Il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. Voilà, si j'ai répondu. Oui, je pense que tu as très bien répondu. Merci. On va en rester là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis cet échange très riche. Et puis, on a compris que tu étais au début de ton travail. Et je pense que tout ça va... Voilà, et on serait heureux de poursuivre la discussion au fur et à mesure de ton avancement. Merci à vous deux pour cet échange. Et puis, rendez-vous pour nous. La prochaine rencontre autour de ma thèse aura lieu le 11 mai prochain. Sur un tout autre sujet, mais vous serez informés par Pascal qui vous enverra toutes les informations en temps et en heure. Merci encore. Merci.